Bon bah salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester un nouveau format, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. On va se plonger dans la vie de certains caractères du monde automobile. Pour ce premier épisode, on va parler de Ross James Brawn. Si t'es un grand fan de la F1, t'en as sûrement déjà entendu parler. C'est un peu comme le parrain de la Formule 1. Il y a quand même Schumacher, Lewis Hamilton et Toto Wolff qui peuvent le remercier pour beaucoup de leur succès. Ça fait quand même 3 brutes du sport. Donc qui est Ross Brawn? Ross Brawn, en gros, c'est un ingénieur anglais, mais bon, on va voir dans la vidéo, le gars a fait des dingueries. Pas juste ingénieur, il a touché un peu de tout dans le monde du motosport. Il est né en novembre 1954. Il a toujours été, même à l'école, où c'était pas nécessairement le plus grand des taffeurs, mais il a toujours été intéressé par la science et les physiques. Il entre en sport auto en 1976, c'était pas son premier travail, donc il avait travaillé en recherche atomique dans une boîte qui s'appelle Arwell, mais du coup en 76 il arrive en Formule 3 chez March où il a travaillé un peu sur les moteurs. On va suivre sa vie à travers toutes les étapes différentes qui l'ont amené au summum du sport auto en Formule 1 bien sûr, mais comme beaucoup, que ce soit des pilotes, des ingénieurs, du côté de la stratégie, tout commence dans les sous-divisions en quelque sorte de la Formule 1, donc c'est-à-dire la Formule 2, la Formule 3 ou la Formule 4 ou parfois même dans d'autres catégories carrément comme la GT3, les courses d'endurance. Bref, pour Ross c'était la Formule 3, mais il a pas duré très longtemps là-bas parce que 2 ans plus tard il se fait spotter par une autre brute de la Formule 1, Frank Williams, qui le recrute pour venir dans son écurie qui du coup porte son nom, Williams. Là c'est où Ross Brawn commence à s'intéresser à l'aérodynamisme, donc il était très technique, très moteur, très ingénieur, et là chez Williams il commence à se tourner un peu plus vers le côté aérodynamisme. Bien sûr ils sont énormément dans une écurie de Formule 1, aujourd'hui il y en a qui ont presque 2000 employés, mais à l'époque c'était plus vers les 400-500 employés. Mais c'est vrai que Ross Brawn, beaucoup des personnes qui travaillaient avec lui à l'époque disaient qu'il avait une manière de combiner le côté plus technique, mécanique des physiques et le design d'une voiture ainsi qu'une stratégie tout en un pour pouvoir avoir une voiture avec beaucoup de succès. Tout ça commence bien sûr chez Williams comme on disait et avec du succès presque instantané parce qu'en 81 et 82 il gagne les championnats d'écurie avec Williams. Mais perso, ce que je trouve intéressant dans l'histoire de Ross Brawn, c'est que ça a été beaucoup de succès, enfin on va le voir, ça commence surtout dans les années 2000 où vraiment il a tout pété, mais ça n'a pas toujours été que du succès, donc il y a eu des moments mous, des moments où il était dans des écuries qui marchaient pas aussi bien, ou même où il a pris des pauses de la Formule 1. Donc par exemple, suite au championnat avec Williams, il a un peu sauté, que ce soit avec Lola, Haas ou avec Arrows dans d'autres écuries, jusqu'en 89, où il décide carrément de quitter la Formule 1 et il se met aux courses endurance. Et là, il arrive avec sa notion de Formule 1, il se dit attendez les cocos, pourquoi pas mettre un moteur de Formule 1 dans une voiture d'endurance? Ça marche très bien, mais pas le droit de faire les 24 heures du Mans. Les régulations de l'époque ne laissaient pas le moteur de Formule 1 participer 24 heures du Mans. Mais là, Ross Brawn commence vraiment à perfecter la notion de l'aérodynamisme et de comment contrôler l'air autour d'une voiture pour donner un maximum d'appui à la voiture, donc ce qui permet à une voiture d'aller plus vite dans les virages et avoir un tour plus rapide et gagner plus de courses. Donc avec Jaguar en endurance, il développe une voiture qui a un look quand même assez unique et que beaucoup d'écuries ont ensuite copié, quoi. Chose qui se fait énormément en sport auto, et à travers la carrière de Ross Brawn, on va voir toutes ces bonnes idées ont fini par être recopiées par d'autres personnes. Bon, mais une personne comme Ross Brawn est quand même à l'origine de beaucoup des designs, de la manière qu'on voit les Formule 1 aujourd'hui. Pour une personne complètement standard, avoir fait déjà plusieurs écuries de Formule 1, avoir eu du succès en endurance, ça serait déjà assez pour conclure sa carrière. Mais Ross Brawn, on va voir, ce n'était que le début. Il faisait que commencer, mais ses vrais succès qui l'ont propulsé dans une autre stratosphère ont commencé dans les années 90 quand il rejoint l'écurie Benetton en Formule 1. Donc il fait son retour en Formule 1. Et dans cette écurie, il y avait le fameux Flavio Briatore, déjà. Flavio Briatore, c'est vraiment un nom tellement italien, mais aussi la légende qui est Michael Schumacher. Bref, ils forment une type de Dream Team. Je pense qu'on va parler de plusieurs Dream Team au fil de cette vidéo. Ross Brawn étant présent dans toutes, mais celle-ci était la première. Benetton, c'est l'écurie dans laquelle Michael Schumacher a gagné ses 2 premiers championnats en Formule 1 aux côtés de Ross Brawn. Ici, notre Ross a bien sûr pu utiliser toutes ces notions, que ce soit en mécanique ou que ce soit en aérodynamisme, mais il apprend aussi comment bien gérer les stratégies. Donc c'est lui qui décidait quand changer les pneus, quels pneus mettre sur la voiture au début d'une course. Enfin, en gros, juste déterminer toute la stratégie des 2 voitures d'une écurie pour avoir les meilleurs résultats. Et là, il s'est trouvé encore une fois un talent de fou. Donc il commence vraiment à devenir un peu
peu le gérant d'une écurie parfaite, même si à l'époque il n'était pas encore chef d'écurie, mais il a tellement de notions dans plein d'endroits différents qui le permettent de prendre des décisions super calculées, et c'est pour ça que chez Benetton, il est devenu vraiment essentiel au succès de l'équipe et bien sûr au succès aux côtés de Michael Schumacher. Ensemble, ils ont gagné les titres en 1994 et 1995. Donc le petit doublé, on va commencer là. Il avait déjà eu des succès, mais de passer de quelqu'un qui est très respecté en Formule 1 à une personne qui a pu amener 2 championnats du monde de un jeune pilote, parce qu'à l'époque Schumacher quand même c'était ses 2 premiers championnats, il était encore jeune, ont propulsé notre Ross dans une autre catégorie. Mais c'était pas fini là. Schumacher décide de partir chez Ferrari. Il avait gagné ses 2 championnats chez Benetton, donc il décide, j'y vais. Il fait un an difficile, pas beaucoup de succès, et ensuite il fait appel à son pote Ross Brawn. Il revient, notre Ross Brawn, bien sûr, il est de retour. Il appelle, il lui dit pourquoi pas venir avec moi chez Ferrari et on remet ensemble notre duo qui a eu tant de succès chez Benetton. Ross, bien sûr, ne peut pas refuser et il lie une amitié vraiment spéciale avec Schumacher parce que tous les succès de Schumacher et la plupart des succès de Ross Brawn ont été fondés ensemble. Donc c'est vraiment devenu un peu comme des frères dans le sport automobile. Ross Brawn gérait tout ce qui était hors circuit et Schumacher, on sait tous, avait des qualités hors normes sur le circuit. C'était pas un succès instantané ensemble, mais une fois qu'ils ont goûté à la victoire, ils se sont pas arrêtés. Ça a été une des périodes les plus dominantes en Formule 1 où ensemble, Ross Brawn et Michael Schumacher ont gagné les championnats de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ramenant le titre de champion du monde à l'écurie Ferrari après 21 ans sans avoir gagné le championnat. Et là, encore une fois, Ross Brawn a été applaudi pour ses performances en stratégie. Donc c'est bon, il est officiellement devenu un des mythes du sport. Il a parcouru plusieurs écuries, il a eu du succès en endurance, il a gagné des championnats dans 2 écuries maintenant. Il a 7 championnats du monde maintenant, tous aux côtés du pilote le plus connu de la Terre. Schumacher, c'était un niveau de fame qu'on peut même pas s'imaginer. En plus, chez Ferrari, c'était vraiment l'histoire parfaite, les deux qui se sont réunis et c'est vraiment une période mémorable pour tout fan de Formule 1. Ross Brawn, là, se dit c'est bon mon coco, je vais pas faire mieux que ça. Il décide de prendre quelques années de pause où il veut rien avoir avec le sport auto. Donc il sort, c'est bon, il a fait sa carrière tranquillou. Puis en fin 2007, il reçoit un appel de la part de Honda qui à l'époque était en Formule 1 avec des énormes budgets. Donc un businessman de chez Honda qui s'appelle Nick Fry, qui s'occupe de toute la finance, etc., appelle Ross Brawn et lui fait une grosse offre pour revenir en Formule 1. Parce que bon, avec le succès qu'il avait, notre Ross, il avait quand même d'autres écuries qui toquaient à la porte, dont Red Bull qui venait de racheter une équipe pas si longtemps avant et qui avait des moyens quasi illimités comme dans tout ce qu'ils font. Et au final, il a choisi Honda. Nick Fry raconte une histoire où apparemment Ross Brawn, quand il lui dit qu'il aimerait le recruter pour l'équipe Honda, il s'assoit dans la réunion, il dit j'ai juste 3 questions pour toi. 1, parle-moi de ton usine. Quel genre de soufflerie avez-vous? Quelles sont les technologies que vous avez, etc. Bref, Honda avait construit en Angleterre un endroit qui s'appelle Brackley, une usine mais complètement, enfin toutes les dernières technologies, énorme, magnifique. Donc bon, point numéro 1, c'est bon, pas de souci. Numéro 2, quels sont les talents dans votre équipe? Donc pas juste les pilotes, qui à l'époque étaient Jensen Button et Rubens Barrichello, mais aussi qui s'occupe de la stratégie, qui s'occupe de l'aérodynamisme, qui s'occupe du moteur, qui s'occupe de la gérance de tous les employés, parce que là ils étaient passés à 7 à 800 employés. Réponse suffisante à celle-ci. Et quels sont vos budgets? Parce qu'en Formule 1, on va pas se mentir, les budgets sont énormes, dépassent les centaines de millions d'euros, et sans budget, c'est très difficile d'arriver au plus haut niveau de la Formule 1. Et là, Ross Brawn, ça l'intéresse plus d'être 4e, 5e. S'il va revenir en F1, c'est pour gagner. Ça tombe bien parce que Honda avait un des plus gros budgets de la Formule 1 cette année-là. Donc, les 3 critères de Ross Brawn pour revenir, ils étaient présents. Et en plus, il s'entendait bien avec ce fameux Nick Fry qui était aussi un grand talent de la Formule 1. Encore une fois, hors piste. Du coup, il décide de rejoindre Honda. Je pense qu'il prend un bon petit chèque au passage aussi, qui doit quand même faire plaisir. Ça doit aussi être une bonne raison pour laquelle il est sorti de sa retraite pour rejoindre Honda. On commence à le connaître, notre Ross, quand il vient, c'est pas pour rigoler. Donc il arrive en Formule 1 et on va se dire, c'est bon, ils ont dû avoir un succès de ouf. Pas du tout. L'année 2008 pour Honda, vraiment pas beaucoup de succès. Et pas juste en Formule 1. En fait, en 2008, il y a eu la crise économique, une des plus grosses crises des temps modernes. Et des sociétés, des multinationales comme Honda ont été extrêmement touchées par cette crise. Donc certes, ils n'avaient pas des résultats sur le circuit en Formule 1, mais limite, c'était le plus petit de leurs soucis parce qu'ils avaient vraiment des gros problèmes financiers au sein de la société. Et ils devaient même fermer, par exemple, des usines en Europe, en Asie. Et
et malheureusement virer beaucoup de leurs employés. Donc tout ça se passe en 2008. Pendant ce temps, pas beaucoup de succès en F1. Donc arrivé la fin de l'année, vers décembre 2008, Ross Brawn et Nick Fry, le fameux qui l'a ramené chez Honda, sont appelés à l'usine pour discuter avec quelques-uns des plus hauts placés de chez Honda. Le gérant du sport auto Honda les attendait dans une salle de réunion avec les larmes aux yeux parce que c'était le moment où, contre les attentes complètes de Ross Brawn, le monsieur de chez Honda annonce à Ross Brawn et Nick Fry que Honda n'allait pas continuer en Formule 1. À la limite, c'était même pas une question d'argent parce que bien sûr, une société de la taille de Honda ont des réserves pour pouvoir continuer leurs activités au fil des années, mais ça ne marchait plus. Avec la crise économique, ils ne pouvaient pas être vus être en train de dépenser autant d'argent en Formule 1 quand ils étaient en train de fermer des usines, etc. Donc ils ont pris la décision de quitter instantanément la Formule 1. C'est-à-dire qu'ils demandaient à Ross Brawn et Nick Fry de rentrer à l'usine où il y avait 7 à 800 employés et de leur dire de juste éteindre les lumières et de dire tout le monde de rentrer à la maison, c'était fini. Tout leur travail était fini. Donc là, notre Ross Brawn, qui est sorti de retraite, se retrouve dos au mur. Il est passé de champion du monde à tout gagner à plus avoir de budget et devoir virer tous les employés qui étaient en dessous de lui. Pas de sa faute, bien sûr, mais je pense quand tu es haut placé dans une structure comme ça, tu as une énorme part de responsabilité, tu sens une grosse responsabilité aussi. Donc Ross Brawn refuse de quitter cette salle de réunion jusque quand ils peuvent trouver une forme d'accord pour au moins garder les lumières à l'usine pendant encore quelques semaines, voire un mois. Ils négocient et finalement Honda, qui sont des passionnés automobiles, sont des passionnés du sport auto et bien sûr ne veulent pas juste virer toutes les personnes et fermer s'il y a une autre solution, ils leur donnent un mois pour aller trouver des potentiels propriétaires à l'écurie, c'est-à-dire vendre l'équipe eux-mêmes à quelqu'un plutôt que juste la fermer à jamais et devoir virer tout le monde. Du coup, Ross Brawn et Nick Fry passent quelques semaines à interviewer et à rencontrer tous les milliardaires possibles qui seraient éligibles à acheter une écurie de Formule 1. Mais bien sûr, en pleine crise économique, c'est pas facile parce que toutes les grosses têtes qu'on s'attendrait à rentrer en Formule 1, les autres constructeurs automobiles, les milliardaires de télécom, les banques, qui que ce soit, les investisseurs, les boîtes d'investissement, ils étaient tous en pleine crise aussi. Donc, ils avaient pas beaucoup de choix, Ross Brawn et Nick Fry. Ils racontent des histoires comme quoi ils ont fini dans des salles avec des sacrés caractères qui étaient en fait des faux, des personnes qui voulaient racheter des écuries mais derrière étaient des fraudes. Donc par exemple un jour ils ont un milliardaire qui arrive à leur usine à Brackley pour une réunion avec Ross Brawn et Nick Fry et qui venait avec un hélicoptère tellement gros qu'ils ne pouvaient pas atterrir sur l'hélipad qu'ils avaient prévu à l'usine. Donc ils ont dû virer toutes les voitures du parking pour atterrir l'hélicoptère de ce monsieur qui apparemment était une personne bizarre, dans les mots de Ross Brawn, une personne pour qui il ne voulait pas travailler. Parce que le truc bizarre de cette situation, c'est que Ross Brawn là, il était en quelque sorte en train de chercher son futur employeur. Donc c'est lui qui était en train de passer des entretiens pour son futur employeur qui allait pouvoir racheter l'écurie qui employait Ross Brawn et les 800 autres personnes derrière lui. Situation un peu chelou. Bref, dans le mois donné par Honda, il ne trouve pas un acheteur potentiel. Donc il se retrouve là à se dire notre seule solution maintenant, c'est de soit fermer entièrement cette écurie et de laisser tomber tout ce projet de Formule 1 qu'on avait. À savoir que la Formule 1 développe la voiture de l'année prochaine courant de l'année actuelle. C'est-à-dire qu'au cours de l'année 2008, leur voiture de course actuelle faisait des scores moyens sur le circuit. Mais Ross Brawn, lui, était plus concentré sur la voiture de 2009. Parce que celle de 2008, elle avait été développée par d'autres personnes avant lui. Donc il avait vraiment peu d'impact sur ce que faisait cette voiture sur circuit. Lui se concentrait sur le développement de la voiture de 2009. Où là, il pouvait utiliser son génie et toutes ces leçons qu'il avait appris au cours des années pour développer une voiture vraiment performante. Donc pendant tout ce dilemme d'écurie, lui savait qu'il avait une voiture rapide entre les mains. Donc encore plus dommage de laisser tomber cette équipe quand il pensait que l'année d'après il pourrait potentiellement avoir du succès. Donc au bout du mois qu'avait donné Honda à Ross Brawn, ils reviennent, ils lui disent bon mon coco, est-ce que tu as trouvé quelqu'un ou est-ce qu'on va devoir fermer parce que nous là on peut plus suivre ces frais parce que ça leur avait coûté déjà 2 millions d'euros de garder l'écurie ouverte encore un mois pendant que Ross courait et parlait à des milliardaires pour essayer de retrouver des acheteurs pour l'équipe. Donc mon coco, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où notre Ross Brawn trouve une idée de génie. Je vais le faire moi. Je vais reprendre l'écurie moi-même. Bah oui mon Ross,
Ross, pourquoi pas une écurie de Formule 1? T'as déjà gagné des championnats, t'as fait de l'endurance, t'as tout fait, tout ce qui te manque, c'est ton écurie. Donc, Ross Brawn, Nick Fry et quelques autres reprennent l'écurie de Honda. Comment est-ce que ça marche? Là où ça devient complètement fou, c'est que Ross a négocié de racheter l'écurie pour 1 euro symbolique. Comment est-ce que c'est possible? En fait, 1 euro symbolique, ça semble être rien pour acheter une écurie de Formule 1 et tout ce qui vient avec, mais il était en train d'enlever un énorme casse-tête à Honda. Parce qu'en rachetant l'écurie, certes, c'était que pour 1 euro, mais il devait ensuite prendre tous les frais associés à cette écurie suite au rachat. Donc ça veut dire les 7 à 800 employés, l'usine, les déplacements aux courses, le développement de la voiture, tout ça allait être aux frais de Ross Brawn et son équipe. Honda, eux, ne devaient plus se soucier de qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces employés, si on doit fermer la boîte, comment est-ce qu'on va gérer le fait de virer autant de personnes, comment est-ce qu'on va gérer le fait de fermer l'usine et tous les frais associés à ça. Donc pour Honda, ça leur enlevait un petit peu le souci de cette écurie et le mauvais marketing qui venait avec en période de crise. Et Ross Brawn, lui, pouvait récupérer une écurie pour 1 euro. Sans le savoir, il venait de faire le coup de sa vie. Honda, du coup, merci, ciao ciao, plus rien à voir avec la Formule 1, à tel point qu'ils ne voulaient même plus laisser leur moteur dans la future voiture de cette écurie. S'avère une grosse erreur de la part de Honda. Du coup, comment est-ce qu'on va appeler cette écurie? Brawn GP, bien sûr. Donc juste quelques semaines avant le début de la saison, enfin les premiers tests de la saison 2009, l'écurie Brawn GP est née. Bravo monsieur Brawn, vous avez racheté une équipe de Formule 1 pour 1 euro symbolique. Quand même quelque chose. Et aussi, on peut juste dire un chapeau à Honda qui, eux, voulaient que si l'écurie soit rachetée, que ce soit par des purs passionnés et pas juste un milliardaire qui allait pas s'occuper de l'écurie, pas avoir des bons résultats, pas utiliser tous les millions et les millions qu'ils avaient envoyés dans le développement de la voiture de 2009 et que tout ça allait être jeté à la poubelle. Donc ils voulaient vraiment des passionnés. Donc franchement, force à eux aussi d'avoir choisi Ross Brawn et de lui avoir donné l'opportunité de faire un rachat qui le permettait de continuer un petit peu avec cette écurie et la Formule 1. Parce qu'il y avait quand même des brutes, il y avait quand même Richard Branson, le gars qui est à Virgin, qui voulait racheter l'équipe aussi. Donc pendant tout ça, Ross Brawn, maintenant, il a son écurie de Formule 1. Il commence à réaliser un peu à quel point ça coûte de l'argent. Et ils avaient plus d'argent, ils avaient tout investi dans l'écurie, quoi, et dans les employés, les paiements des employés, etc., etc. Donc ils ont dû couper énormément les salaires de leurs pilotes. Ils ont décidé de garder Button et Barrichello, surtout parce qu'il n'y avait pas trop le choix, quoi. Tous les autres baquets de 2009 étaient déjà réservés, donc Button et Barrichello, c'était soit ils restaient, soit ils sortaient de la Formule 1 pendant 1 an. Mais quand même, chapeau à eux aussi d'avoir réduit leur salaire énormément. Et pour vous donner une idée des budgets qu'ils avaient, Brawn GP, Ross Brawn ne savait pas s'il allait pouvoir garder ses 2 pilotes de course en course. Il se battait pour avoir assez d'argent pour le salaire de Barrichello entre les courses. Donc de chaque course, il disait on a le budget cette course-ci, mais peut-être qu'on l'aura pas le week-end prochain et qu'on pourra seulement avoir une voiture. Ils avaient aussi que 2 monocoques pour la voiture. Donc normalement, les équipes de Formule 1 ont plusieurs monocoques au cas où qu'il y ait un gros accident qui détruit vraiment le châssis, la partie intégrale de la voiture. Brawn n'avait pas le budget pour faire ça. Donc en gros, c'était les gars, si vous avez un gros accident, c'est fini, c'est bouclé, c'est fin de saison, il n'y a plus rien quoi. Ils se sont donné comme budget 600 000 livres pour faire la première partie du championnat. Alors je sais que ça semble énorme, 600 000 livres pour aller faire la course auto, mais quand on connaît les budgets de la Formule 1, 600 000 livres, donc à peu près, je sais pas, 700 000 euros, pour faire la moitié d'une saison de Formule 1, c'est vraiment pas grand chose. La plupart des autres écuries dépensent au minimum 2, 3, voire 4 fois ça par week-end de course. Et je vous parle que sur la voiture, sans parler de marketing, tout ça. Brawn GP, marketing, ça n'existe pas. Mais Ross Brawn était là par passion. Et Ross Brawn, il a gagné des championnats. Ross Brawn, il sait comment faire le design d'une voiture. Il sait comment gérer la stratégie. Donc il est confiant et il pense qu'il a peut-être une petite perle entre les mains avec cette voiture de 2009. Donc le truc bizarre, c'est que quand on pense à la voiture 2009 de Brawn GP, on pense à une voiture qui a été développée sans budget. Mais ce n'est pas le cas. En vrai, la voiture a été développée au cours de l'année 2008 par Honda. Donc la voiture avait été développée avec un énorme budget. Mais cette voiture a juste été rendue à Brawn GP en début 2009. Bon, ils ont quand même dû faire des concessions comme par exemple le système KERS qu'ils pouvaient pas développer pour leur voiture parce que ça coûtait trop cher. Mais ils avaient quand même une bonne voiture dans les mains. Donc ils arrivent au premier test de la saison. Les tests avant la saison de Formule 1, c'est où
toutes les écuries peuvent commencer à se comparer les uns aux autres et voir un petit peu la vitesse. Mais bon, tu ne sais jamais parce qu'il y en a qui se réservent un peu de la vitesse pour pas faire peur aux autres écuries avant le premier week-end de course. Braun arrive, surprise de tout le monde, personne pensait que cette écurie allait exister. Voiture blanche avec quasiment pas de sponsor dessus, des détails jaune fluo, Jenson Button et Rubens Barrichello au volant. Et c'est bon, ils sont là et ils vont au moins commencer la saison. À la surprise de tout le monde, la voiture est non seulement là, présente, mais ils explosent tout le monde. C'est-à-dire qu'ils étaient presque à 1 seconde plus rapides au tour pendant leurs premiers essais. C'est énorme en Formule 1. Et ils faisaient tout ça avec le plein d'essence. Donc d'habitude, pour avoir ton tour le plus rapide, tu fais un tour avec le minimum d'essence possible, donc le minimum de poids. Braun laissait le maximum d'essence dans la voiture pour voir comment se comportait la voiture, et même avec ça, ils étaient en train de démonter tout le monde. Mais être rapide en session de test et être rapide à travers toute une saison de Formule 1, c'est deux choses différentes. Première course de la saison, les Braun arrivent, un énorme engouement autour d'eux. Déjà l'écurie a survécu, mais est-ce qu'ils vont pouvoir convertir leur succès de test pendant la première course? Mais oui. Et plus que ça, ils étaient même encore mieux. Ils étaient encore plus forts. Ross Braun, avec une écurie qui portait son nom, était maintenant encore une fois à l'avant de la grille de Formule 1. Qualifiant premier et deuxième dans la première course de la saison, ils ont fini par gagner cette course malgré un petit accrochage de Barrichello au premier tour. Braun ont réussi l'impossible. Ils sont sur le podium en premier et en deuxième, le petit doublé pour leur première course officielle de Formule 1. C'est tellement dingue, les gars. Une écurie qui, un mois avant les premiers tests, n'existait même pas, sont arrivés et ont battu Ferrari, ils ont battu McLaren, Red Bull, Toyota, Force India, bref, des brutes du sport. Et Ross Braun, lui, était sur le vol EasyJet ou Ryanair avec tous les fans pour aller aux courses et rentrer des courses parce qu'il n'avait pas le budget dans son équipe pour venir en jet privé, etc., comme tous les autres chefs d'écurie. Il avait tout mis en Formule 1. Au point même où il raconte des histoires comme quoi sa femme était pas très contente avec lui. Et le succès ne s'arrête pas là. Il gagne quand même 6 des 7 premières courses. Chose qui n'a quasiment jamais été fait en Formule 1. Donc non seulement ils ont eu du succès au début, mais ils ont eu un succès phénoménal. Bien sûr, quand tu es devant, il y a plus de personnes qui s'intéressent à sponsoriser l'écurie. Donc course par course, ça devient un peu plus facile pour l'écurie de Braun de survivre. Une des raisons pour laquelle ils avaient autant de succès, c'est parce que Braun avait développé avec ses équipes ce qu'on appelle le double diffuseur. Donc c'est une partie arrière de la voiture qui rajoute de l'appui aérodynamique à l'arrière de la voiture. Et c'est là où on voit un peu tout le génie de Braun. Il avait su cumuler ses notions de gestion d'équipe en étant maintenant patron d'équipe, ses notions de design en ayant développé une voiture qui était aérodynamiquement vraiment devant toutes les autres sur le paddock, et ses gestions de stratégie. Tu cumules tout ça, il a réussi à faire l'impossible, ce qui était de gagner le championnat du monde 2009. Incroyable. Genre gagner un championnat avec une écurie qui n'avait quasiment pas de budget et n'existait pas. Ça n'avait jamais été fait avant et ça n'a jamais été refait depuis. 2009 sera toujours gravé dans les souvenirs de tout fan automobile. C'est le genre d'histoire qu'il faut entendre pour y croire. Si on le voyait dans un film, on n'y croirait pas. Il avait réussi l'impossible, même si c'était pas aussi facile pendant la deuxième partie de la saison. Parce qu'en fait, même s'ils avaient plus de budget au fil de la saison, ils avaient toujours pas autant de budget que les autres écuries, dont Red Bull, qui avait réussi à développer la voiture au cours de la saison pour rattraper Braun, et à la fin de la saison avait limite une voiture encore plus performante. Mais Jenson Button avait été tellement fort dans la première partie de la saison qu'il a su gagner lui le titre de pilote de 2009, et l'écurie Braun ont gagné avec Barrichello qui a fini 3ème, Vettel quand même qui a fini 2ème au championnat, le championnat écurie en 2009. Que faire maintenant avec cette écurie qui est partie de rien et est maintenant championne du monde? Ross Braun revend l'équipe pour 120 millions d'euros. Même pas un an après l'avoir racheté pour 1 euro. Si ça c'est pas un investissement, les gars, 1 euro à 120 millions d'euros en moins d'un an. Et au passage, t'as sauvé tous les emplois des 700 ou 800 personnes qui travaillaient à l'écurie. T'as gagné un championnat écurie, t'as gagné un championnat pilote et tu es devenu à jamais gravé dans l'histoire du sport auto. Mesdames et messieurs, Ross Braun. Mais à qui a-t-il vendu l'équipe? Il a vendu l'équipe à Mercedes. Avec Petronas qui sont venus en sponsor majeur, il revend l'écurie à Mercedes. Mais aussi en gardant une position importante au sein de l'écurie, aux côtés de Niki Lauda, légende lui aussi de la Formule 1. Et comme si ça c'était pas assez de ramener le nom Mercedes à la Formule 1, Ross Braun se dit qu'est-ce que je pourrais faire d'autre parce que j'ai pas fait assez de trucs exceptionnels dans ma carrière. Je vais faire revenir Schumacher, un de ses
meilleurs amis au monde, mais surtout aussi un des meilleurs pilotes dans l'histoire du sport, pour marquer l'officiel comeback de Mercedes en Formule 1. Il était en boîte de nuit avec Schumacher, au calme, et c'est là où, en prenant un verre ensemble au bar, il se retourne, il le regarde, il lui dit: Mercedes vont reprendre mon écurie, et j'ai envie que toi tu reviennes pour conduire cette voiture. Aux côtés de Nico Rosberg, qui lui aussi finit par devenir champion du monde. Tout le monde qui était autour de Ross Brawn finit par un jour gagner un championnat en gros. Du coup, Schumacher, Rosberg, Mercedes et Ross Brawn arrivent en Formule 1. Une autre Dream Team. On peut s'imaginer succès de fou directement, ils ont dû tout péter. En plus, la voiture de 2009 était tellement forte qu'en 2010, ils devaient continuer. Pas du tout. Vraiment, pas beaucoup de succès pour l'équipe. En 2010 et en 2011, il n'y a vraiment pas de bons résultats. En 2012, ça devient un peu mieux. Une pole position et une victoire avec Nico Rosberg, mais quand même, on est loin des résultats connus par Ross Brawn. Et d'ailleurs, cette victoire en 2012 était la dernière de Ross Brawn pendant qu'il était impliqué dans une écurie en Formule 1. Il décide à la fin de l'année, une fois et pour toutes, de prendre sa retraite. Mais pas sans laisser un petit cadeau à son écurie. Telles sont les manières de Ross Brawn. Vous avez compris la musique maintenant. En 2012, Ross était en train de développer la voiture de 2013 et 2014 et 2015. Celle qui allait respecter les régulations à venir dans les années de Formule 1. Et en partant, il décide d'aider à créer une nouvelle Dream Team. Parce que s'il part, qui va reprendre les rênes chez Mercedes? Et bien là, Ross Brawn nous fait comprendre encore une fois une de ses autres qualités de leader, de manager, c'est de sélectionner les bonnes personnes au bon moment dans les bons rôles. Il sélectionne un fameux Toto Wolff pour prendre sa place et pour devenir gérant en gros chez Mercedes. Peut-être qu'on fera un autre épisode sur Toto Wolff, mais je suis sûr que vous connaissez tous. Il s'arrête pas là, il décide aussi de faire venir Lewis Hamilton, chose qui n'était pas facile parce que Lewis Hamilton avait déjà gagné un championnat chez McLaren, une équipe qui à l'époque était beaucoup plus performante que Mercedes. Mais avec l'aide de Niki Lauda et de Mercedes, ils ont convaincu Lewis Hamilton de rejoindre cette nouvelle Dream Team chez Mercedes. Et donc en partant, il a laissé derrière lui une voiture qu'il avait développée, un chef d'écurie qui devient le chef d'écurie avec le plus de succès dans le sport de l'automobile et le futur meilleur pilote de tous les temps. Une bonne manière de terminer sa petite carrière quand même. Donc, vous l'avez compris, Mercedes, Toto Wolff et Lewis Hamilton finissent par tout péter les années qui viennent. Je crois que l'équipe Mercedes a gagné 8 championnats d'affilée. Il n'y a jamais eu une dominance comme ça en Formule 1. Lewis Hamilton finit par gagner plein de championnats pour en finir au 7 où il est aujourd'hui. Mercedes d'aujourd'hui, c'était Brown GP de base. Donc sa petite écurie qui n'avait pas de budget finit par devenir quand même l'écurie qui a le plus de succès dans l'histoire de la Formule 1. Si ça c'est pas une histoire, si ça c'est pas inspirant. Mais bon, il est parti à la retraite. C'est fini. On va plus entendre parler de Ross Brawn. Mais bien sûr que non, vous le connaissez maintenant, notre Ross Brawn. En 2017, une société américaine, Liberty Media, rachète la Formule 1. Pas une écurie, pas une course, pas un circuit, toute la Formule 1. Et qui est-ce qui les conseillait pendant toutes ces années avant le rachat? Qui est-ce qui leur donnait leur vision et leur raisonnement pour acheter la Formule 1? Vous l'avez deviné, Ross Brawn. Le gars a pété le game. Genre, il commence en tant que mécanicien, il aérodynamise, stratégie, 2-3 retraites au passage, un nombre incalculable de championnats avec 4 écuries différentes, rachat d'une équipe, revente à 120 millions, mise en place d'une dominance totale avec Mercedes, une nouvelle retraite, et après il se dit, c'est quoi, le seul truc que j'ai pas fait, c'est repris entièrement la Formule 1. Et donc c'est ce qu'il fait. Liberty Media rachète la Formule 1 et Chase Carey, le CEO, met Ross Brawn en directeur sportif et technique de la Formule 1. Il revient, bam, il est arrivé en mode, c'est moi le parrain, c'est moi le patron ici maintenant. Et donc là on peut dire que notre Ross, il a pété le game. Il est revenu et c'était officiellement le parrain de la Formule 1. Et maintenant qu'il est en gros un des boss de la Formule 1, il a commencé à mettre en place ce qu'il pensait lui était nécessaire pour la suite du sport, donc c'est-à-dire rendre la Formule 1 plus plaisante au visionnage. Et donc il a mis en place beaucoup des choses qu'on connaît aujourd'hui et qui rendent la Formule 1 si populaire aujourd'hui. Par exemple, il a esthétiquement changé les voitures avec des plus gros pneus, des plus grosses jantes, mais il a aussi revu le design et l'aérodynamisme total des voitures pour les rendre plus faciles à se suivre, pour qu'on puisse voir plus de batailles et de dépassements sur le circuit. Il a implémenté beaucoup des nouveaux circuits qu'on connaît et il faisait parmi des personnes qui ont aidé à mettre en place la série Netflix qui a rendu la Formule 1 tellement populaire. Une fois qu'il avait implémenté tous les gros changements qu'on a vus en 2022, il a encore une fois pris sa retraite. Aujourd'hui, il est toujours à la retraite. Alors, connaissant Ross Brawn, est-ce qu'il va revenir pour un autre rôle un jour? C'est pas impossible. Il l'a déjà fait plusieurs fois et à chaque fois qu'il le fait, c'est pour quelque chose d'impressionnant. Mais je ne vois pas comment il pourrait avoir
avoir un rôle plus impactant que de littéralement être le parrain de la Formule 1. Le gars a eu un impact vraiment infini sur la Formule 1, que ce soit du côté sportif avec ses résultats, mais même dans la dernière partie de sa carrière, littéralement physiquement dans le développement du sport même, quoi. Perso, je trouve son histoire super inspirante. Un fan de science et de physique et de sport auto qui a eu du mal à l'école dans sa jeunesse, qui finit par mettre en place la Formule 1 qu'on connaît aujourd'hui. Des légendes du sport comme Toto Wolff, Schumacher et Hamilton créditent énormément du succès du sport, mais même de leur carrière personnelle à Ross Brawn. C'est pour moi vraiment le GOAT et je pense qu'on peut tous avoir un respect énorme pour cette personne. Voilà, j'espère que tu as kiffé ce nouveau format. Si tu as envie qu'on le fasse sur quelqu'un d'autre, n'hésite pas à mettre en commentaire en dessous le nom d'une personne, que ce soit en sport auto, le fondateur d'un constructeur automobile, un youtubeur, je sais pas. Comme tu veux, s'il y a quelqu'un dont tu as envie que je parle dans une future édition de ce format de vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire. La famille, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.